extraordinairement long. Hein. Mais, merci beaucoup Stéphane, c'était vraiment passionnant, je crois. Est-ce qu'il y a des questions? Et je pense qu'il en aura beaucoup. Oui, Léonore. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante sur de nombreux points. Alors pour ma part, je ferai 2 remarques très brèves qui vont totalement dans le sens de certaines réflexions que vous avez pu avoir et qui parlent plutôt du ressenti, de ce qu'on peut sentir en Espagne à l'heure actuelle là-dessus, et une question d'actualité sur la Valle de los Caídos. Alors, le premier point, c'est sur le tournant des années 60, dont vous parliez, un peu sur la façon dont le régime a pu changer sa perception pour asseoir sa légitimité et son discours. Et aujourd'hui, ça joue un grand rôle qui explique aussi le courant négationniste, dans un certain sens, dans comment on enseigne, ou il y a une dizaine d'années, aujourd'hui je suis trop grande pour cela, mais il y a une dizaine d'années, comment on enseignait sur la période franquiste. Et on témoignait bien de ce courant, de ce changement de position du dictateur, qui n'était plus justement... On pouvait assumer le rôle qu'il avait été un dictateur, on pouvait le justifier, mais bien évidemment, dans les années 60-70, il avait pris conscience que l'Espagne devait s'ouvrir. L'Espagne, et on enseigne à partir de sa personnalité, de sa figure. On n'enseigne pas sur l'Espagne et sur l'ensemble. Voilà, on parle de son changement de perception. Et ça contribue exactement à ce que vous disiez. Et ça contribue aussi, en un sens, à légitimer aujourd'hui le néo-franquiste, parce que non, le néo-franquiste, c'est la pensée presque démocratique de Franco, ce n'est pas la pensée, la logique violente de la guerre civile, parce que justement, la guerre civile, on n'en parle pas. Par contre, du régime franquiste, on peut en parler. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur la peur des Espagnols d'une nouvelle guerre civile. Et ça, en effet, je suis d'accord avec vous, c'est très vivace. Et aujourd'hui, ça explique aussi en partie pourquoi, malgré toutes les oppositions à la monarchie qu'il peut y avoir, les défauts de la monarchie, le roi reste en Espagne. Et aujourd'hui, lorsqu'on interroge beaucoup d'Espagnols sur est-ce que vous soutenez la monarchie ou pourquoi est-ce qu'il y a encore un roi en Espagne, aujourd'hui, par rapport à d'autres régimes, eh bien, certains répondent nous ne voulons pas de la République, parce que la République s'est assimilée à la guerre civile. Et on préfère un roi, parce que le roi, ça ramène à des temps beaucoup plus anciens, et on en parle moins, et voilà. Et donc, ma troisième question, c'était, lorsque vous avez dit que Franco n'a jamais voulu être enterré à la Valle de las Caídas, et que c'est une décision monarchique. Est-ce que le roi, à ce moment-là, en décidant de le faire enterrer à cet endroit-là, a souhaité, d'un certain côté, le mettre justement comme un caïdo, et le fait qu'il est mort, on n'en parle plus parce qu'il est avec ceux qui sont tombés pendant la guerre, et du coup, d'un certain côté, c'était le mettre à part, un peu comme Primo de Rivera, et lui et la monarchie pouvoir... Alors ça, c'est une idée qui m'est venue en vous entendant. Je voulais savoir un peu votre avis sur la question. Je vous remercie. Alors, parce que la question de l'enseignement, il faudrait faire une étude très précise des manuels scolaires, par exemple, ça serait très intéressant. Moi, ce que me disent les Espagnols, c'est qu'on ne leur enseignait pas cette période, tout simplement. Donc, mais là, c'est peut-être un peu faux, ça, je ne sais pas. Parce que moi, je n'ai pas été scolarisé en Espagne, donc mais il faudrait que j'étudie cela. Il semblerait qu'un certain silence sur la guerre et surtout sur le franquisme était... Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette personnalisation. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il peut y avoir chez les Espagnols, encore aujourd'hui, un rejet du franquisme, sa corruption sans limite, régime d'oppression, de répression, etc., avec un attachement à la personne de Franco. Il y a un historien qui dit qu'il faudrait distinguer ce qu'est le franquisme et l'attachement à Franco, le francoïsme, qui n'est pas exactement la même chose. C'est pas nécessairement l'attachement au général vainqueur, mais c'est l'attachement à l'homme de paix, finalement sur la fin de sa vie au papy,
qui ressemblait au grand-père de la maison, qui n'est pas si mauvais que ça, et puis qui nous a amené la prospérité, et puis voilà, le roi constructeur, voilà, un attachement à Franco. C'est un attachement à la personne, c'est presque un lien personnel qui s'est établi en quelque sorte entre le dictateur et certains Espagnols aujourd'hui. Et ça, depuis qu'on m'a donné cette idée, je trouve qu'elle fonctionne bien, parce qu'effectivement, voilà, rejet du franquisme, mais parfois attachement à Franco, ce que j'appellerais le francoïsme, qui lui demeure un peu vivace. C'est assez étonnant. Excusez-moi, comme je n'ai pas de crayon, je n'ai pas noté la deuxième remarque. Sur, rien, pas davantage qu'en France, j'en sais rien, mais pourtant on vit dans cette peur. Et je pense que cette peur a fonctionné comme des œillères politiques. Et effectivement, l'option républicaine n'était pas pensable en vérité. Parce que pendant toute la dictature, on avait dit « République, c'est la guerre ». Donc on ne pouvait pas penser la République, parce qu'on avait peur de la guerre. Et donc ça explique certainement l'instauration de la monarchie et finalement le fait que les Espagnols soient pas des monarchistes convaincus, mais enfin bon, c'est une solution qui leur convient finalement relativement bien, parce que si on la remettait en cause, ce serait la guerre, disent-ils. Voilà, donc ça fonctionne pleinement. Et enfin, votre dernière idée, je l'aime bien. Peut-être que Juan Carlos a voulu finalement essayer de créer un lieu là dans la montagne en les mettant tous ensemble, du premier au dernier, d'une certaine manière, de l'absent au présent, enfin une espèce de lieu comme ça qui aurait été coupé du monde et finalement dans sa bulle. Oui, c'est vrai que c'est une interprétation intéressante. Oui, j'y réfléchirai, c'est intéressant. Oui, ça me plaît bien. En fait, alors aujourd'hui, c'est une chose qu'on reproche énormément à la monarchie, d'avoir transformé cet ossuaire finalement en mausolée, ce qui n'était pas sa vocation première. Je ne suis pas sûr qu'en 1975, au mois de novembre 1975, je ne suis pas sûr que le roi avait une marge de manœuvre aussi large. Je pense que surtout, il a voulu donner des gages à ce qu'on appelait le bunker franquiste, c'est-à-dire toute cette classe politique qui était absolument convaincue que le franquisme survivrait à la mort du dictateur. Il devait négocier avec ces gens, et je pense qu'il leur a donné un gage pour essayer de retrouver une petite marge de manœuvre. Elle était extraordinairement étroite au moment de la mort de Franco. Ensuite, elle n'a cessé de s'élargir par son habileté politique. Mais enfin, en novembre 1975, ce roi, il n'est rien. Il n'est rien. Et d'ailleurs, les Espagnols ne l'aiment pas particulièrement. Il a été mis sur le trône par Franco en 1969. On ne le connaît pas. Il a grandi en exil. Personne ne lui fait confiance. Le moment où les Espagnols commencent à adhérer véritablement à Juan Carlos, c'est après la tentative de coup d'État de Tejero, où là, il s'est érigé en défenseur de la démocratie. À ce moment-là, il devient populaire. Mais jusqu'en 81-82, ce roi, on s'en méfie énormément. Énormément. On ne le connaît pas. Et on ne veut pas le connaître. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez beaucoup parlé du dénombrement des victimes du franquisme, qui, si j'ai bien compris, émanait à l'origine de la communauté scientifique des chercheurs. Est-ce que ces chiffres ont été repris, creusés par l'autorité politique? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un positionnement un peu de l'autorité politique par rapport à la construction d'une nouvelle histoire officielle où il y a encore une grande distanciation et les recherches en ce sens émanent plus de la communauté scientifique? Alors oui, c'est un débat scientifique. Alors les chiffres ne sont pas certains parce qu'on aura véritablement les chiffres lorsque les 3000 fosses communes auront été vidées. Ce jour-là, on aura peut-être une idée vraiment exacte du nombre, mais pour le moment, ce ne sont que des suppositions et les recherches sont difficiles à mener. Mais c'est un débat scientifique. Politiquement, vous le voyez bien, le conflit de mémoire est un conflit politique qui oppose la droite et la gauche. Donc il y a de la gauche, et c'est une manière de se refaire, d'exister, une revendication de la lutte de récupération de la mémoire historique, qu'il faut utiliser entre guillemets, parce que peu problématique. Et du côté des droites, ça c'est difficile à dire parce qu'il faudrait distinguer les droites. Alors mettons Vox à part, mais du côté du Parti populaire,
Moi, je dirais qu'il y a des formes de négationnisme. Alors, négationnisme, le mot est peut-être fort. Enfin, d'un fort révisionnisme. Il y a vraiment des courants entiers de la droite espagnole qui n'assument pas cela, qui sont incapables d'assumer ces chiffres, qui sont pourtant scientifiquement établis, qui font l'unanimité de la communauté scientifique. Mais on n'accepte pas ces chiffres, et surtout, ce chiffre, on lui oppose le fameux chiffre des 46 000 franquistes assassinés par la République. Et donc on est dans cette espèce de querelle impossible. Oui, mais moi aussi j'ai des morts. Alors voilà, donc c'est une espèce de cœur tragique où chacun a ses morts et chacun se croit supérieur à l'autre par la qualité ou la quantité des morts. C'est un cœur tragique. Et aujourd'hui, si les années de la transition, il n'y a pas eu d'usage politique, aujourd'hui la mémoire est en constant usage politique. Et c'est une des lignes de fracture de la gauche et de la droite espagnole. Stéphane, moi j'avais une petite question à propos de la mémoire côté républicain. Est-ce que on a des traces ou des mentions d'un usage de la mémoire comme pratique de résistance à la dictature de la part de républicains restés en Espagne? Donc, parce que j'y pensais avec l'histoire du poulet. Non, mais voilà, les histoires enfin maintenant l'historiographie de la résistance, des résistances évoque ces questions de micro ou de petits usages qui sont un moyen en fait de lutter contre la dictature. Est-ce que par exemple il y a je dis n'importe quoi, mais des pratiques où on va se moquer le jour de Franco, il y a des chants qui vont parodier les chants officiels, enfin je sais pas. Est-ce que où vraiment, en fait, la répression est telle que les républicains restés en Espagne se taisent et ne bougent pas. Enfin, je connais vraiment très mal l'histoire de l'Espagne, donc c'est plutôt mes... Je vais faire une réponse d'historien, ça dépend de l'époque. Oui, j'imagine. Voilà, donc je pense qu'avant les années 60, c'est tout à fait inimaginable. Inimaginable. La répression est non seulement extraordinairement violente, mais elle dure 40 ans. Hein. On a du mal à imaginer. On croit toujours que le franquisme, c'est un petit fascisme sympathique au soleil. Pas du tout. Hein. C'est un régime d'une violence inouïe, d'autant plus qu'il a mis 40 ans. Il a eu tout son temps pour éradiquer littéralement toute forme d'opposition. Donc c'est un régime d'une très grande violence. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui a profondément et qui marque encore profondément la société espagnole. Oui, alors à partir des années 60, tout change, parce que dans certains milieux ecclésiastiques, dans les milieux, les choses commencent à bouger. Par exemple, c'est un petit détail, mais moi je n'ai pas une vision globale, je ne peux pas te répondre de manière globale, parce que ce sont des petits gestes. Alors oui, il y a le pollo, bon, très bien, le poulet. Par exemple, à partir de 1971, donc Franco n'est pas mort, on voit des familles qui partent la nuit avec des pelles et des seaux pour aller chercher leurs ossements. Des exhumations sauvages, dès 71. Alors ils le font évidemment la nuit, parce que la garde civile peut intervenir, etc. Mais ça, c'est quand même très intéressant. Ça veut dire que cette mémoire familiale, elle a été conservée, elle a été transmise, et que ce ne sont pas peut-être les générations de la guerre qui font ça, mais c'est leurs enfants, et certainement leurs petits-enfants. Et la dictature est encore en pleine, et elle est même derrière, en 71, on est même dans une phase particulièrement violente de la dictature, avec à nouveau des exécutions, des assassinats, etc. Voilà, et ces exhumations sauvages, elles vont se prolonger jusqu'en 1982, jusqu'au coup d'État de Tejero. Le Tejero, pof, ça coupe. Les gens ont peur, ils se disent, ça y est, c'est le retour de la dictature. Et puis ça reprend en 99, 2000. Voilà l'histoire des exhumations. Donc voilà, il faudrait effectivement faire l'histoire de tous ces petits gestes qui sont des gestes de résistance ou d'opposition, enfin difficile. Résistance avec un R minuscule quand même. Oui. Merci, voilà. Vous avez parlé du silence autour de la guerre civile. Il y a aussi vous avez parfaitement formulé le fait que ça a été un régime, une dictature d'une extrême violence pendant 40 ans. Moi, je suis petite fille de quelqu'un qui était dans la Guardia Civile. Et le silence, je l'ai toujours connu dans ma famille. Effectivement, les républicains sont partis en 1939 pour beaucoup. Après, toujours, mais il y a aussi eu toutes ces victimes collatérales qui étaient des gens qui ont été associés à un régime qu'ils ne pouvaient pas soutenir et qui ont aussi choisi, par des modes divers et variés, d'exfiltrer leur famille dans les années 60.
d'Espagne. Est-ce que vous auriez un petit peu plus d'informations sur ces fuites d'un régime de terreur après, voilà, en cours des années 60 ? Alors, et voilà, sous le régime, est-ce que le flux a été régulier ? Est-ce qu'il y a des périodes précises ? Voilà, je vous remercie. Alors, c'est très intéressant comme question. Merci beaucoup. Bien entendu, il y a le grand flux des réfugiés politiques des années 39. Bon, très bien, parfait, qui s'arrête assez vite, hein, naturellement, puisque la Seconde Guerre mondiale éclate. Bon. Moi, je pense, et l'autre jour, il y avait une thèse d'ailleurs soutenue dans ce sens-là, qui étudiait les phénomènes de migration des Espagnols en France. C'était une très très bonne thèse. Et cette thèse disait qu'on ne peut pas opposer les migrations politiques des années 39-40 aux migrations économiques des années 50-60. Et ils voyaient une véritable continuité et montraient en fait que, contrairement à ce qu'on avait toujours cru, ces générations de migrants politiques et de migrants économiques ne s'étaient pas du tout affrontées. Et s'étaient très bien mêlés et s'étaient intimement connus à l'ombre en France, hein, dans une culture démocratique. Et ont été un des grands noyaux de la résistance antifranquiste dans l'exil. Et ce qui est très intéressant, et je trouve que ça c'était une idée très intéressante de ce doctorant, c'est de dire que cette migration économique, c'est une fuite. Alors c'est pas une fuite qui est assumée politiquement, mais c'est évidemment une fuite d'un régime de terreur. Et en plus, d'une certaine manière, Franco le dit. Franco le dit, c'est que la migration vers la France, c'est une solution de ces problèmes, parce qu'il se débarrasse des éléments gênants. Et que donc, évidemment, on le sait, il y a des offices de migration qui encouragent les Espagnols à partir, en particulier tous ceux qui pourraient montrer des formes d'opposition à ce régime. Et donc cette migration économique a été encouragée par le régime pour garder son ascendant sur la population espagnole. Donc je crois que oui, effectivement, vous avez raison, cette migration économique des années 50 et 60, qui est très très importante, en particulier en France, doit être lue de manière politique également. Et ne pas opposer de manière caricaturale des gens hyper conscientisés politiquement en 1939 et puis des espèces d'analphabètes qui viendraient construire des maisons dans les années 60. C'est pas du tout ça. Ça se passe pas du tout comme ça. Et les travaux récents sur les migrations espagnoles montrent que les choses sont beaucoup plus fines, beaucoup plus complexes et sont en fait très politisées. Je pense. Hein. Donc, tu m'as à remonter un statut, un commerce pour devenir mécanicien et faire des ménages. Oui. Et ce qui est très intéressant, par exemple, ces milieux... On a suivi aussi pour des familles de culture franquiste. Oui, ce sont des gens de culture franquiste qui arrivent en France. Ils sont nés dans le franquisme, ils sont tout jeunes. Ils sont nés. Les républicains ont cette chance d'avoir pu travailler dessus. Et ce qui a fait le lien entre ces deux milieux, hein, des milieux très à gauche, très politisés, et cette nouvelle génération née sous le franquisme qui arrive en France, voilà, qui ne comprend pas très bien ce qui lui arrive, ce qui fait le lien, c'est le syndicalisme chrétien. C'est la CFDT en particulier qui a joué un rôle très très important dans la rencontre de ces deux cultures politiques pour former un noyau de résistance très puissant dans les années 70. On prend peut-être une dernière question et on pourra continuer la discussion à côté autour d'un verre. Oui, d'abord, je voulais vous remercier pour votre conférence parce que, bien que connaissant un peu l'histoire de l'Espagne, j'ai appris énormément de choses et un très très grand merci à vous. J'ai pu constater effectivement que si vous avez travaillé dans une salle d'archives avec ce magnifique tableau représentant Franco en guerrier médiéval, je n'avais donc pas trop eu une illusion d'optique lorsque un jour, en 98, passant aux archives de la marine à Madrid, près de la place des Cibeles, en entrant, on s'apercevait en haut des marches, près du bureau où se trouvait le factionnaire qui vous accueillait, qu'il y avait un grand tableau représentant Franco en uniforme de grand amiral de l'Armada. Et quand vous étiez là, un peu étonné que 24 ans plus tard, il soit là, on vous répondait, mais tant que l'Armada sera l'Armada, ce tableau sera là. Bon, 4 ans plus tard, il avait bougé. 2002, il avait bougé. Mais là, on a un autre phénomène de mémoire qui, moi, m'a choqué à peu de sauce près autant, c'est que parti de Madrid, je suis allé à Barcelone, Oui. et il y avait le musée de l'histoire de la ville de Barcelone. Oui. Et je suis revenu un certain nombre de fois en arrière pour vérifier que je ne ratais pas des salles, parce que passant d'un numéro à un autre, tous les épisodes de l'histoire
de la Catalogne et de Barcelone, où le pouvoir central étouffait les fueros, à ce moment-là, la gomme. Le silence. Il n'y avait plus rien. Et ma question est la suivante. Donc, ayant travaillé sur l'histoire de l'Espagne au tournant des années 80-90, sur les relations franco-espagnoles entre 38 et 44, à ce moment-là, il y avait une énorme efflorescence de travaux espagnols, les Javier Tucel, les Genova Capodeliano, etc., qui essayaient, fouillaient, travaillaient sur la période de la guerre civile et de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai eu l'impression que dans les années qui ont suivi, donc au début des années 2000, cette période-là était considérée peut-être comme... Bon, on en avait fait le tour, on avait vu l'essentiel des dimensions, les rapports Franco-Mussolini, un personnage comme Ramon Serrano Suñer, sur lequel on a fait des tonnes, Luis Carrero Blanco qui a fini en 73, dans les circonstances que l'on sait. Et donc, il fallait passer à l'après. Et peut-être que, je ne sais pas si c'est en concomitance avec ce que vous disiez tout à l'heure sur la période 95 et après, l'après, c'est les années de plomb. Même si, bon, c'est une dictature. La dicta Mora, c'était le général Primo de Rivera 10 ans auparavant. Là, c'est une vraie dictature. Oui, tout à fait. Alors, pour répondre sur ce dernier point, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, l'historiographie de la guerre civile n'est pas très en point, n'est pas très en forme. Hein. C'est un sujet qui ennuie, c'est un sujet qui ne s'est pas renouvelé. À mon avis, il y a, grâce en particulier aux apports des historiens français, des historiens de la guerre, énormément à faire sur la guerre civile. Parce que finalement, cette guerre civile, on en connaît tous les aspects politiques par le menu, mais on ne sait pas comment elle est vécue par les populations, par le bas, par les soldats, dans les tranchées. On ne sait pas ces choses-là. Hein. Le problème d'alimentation. Il y a énormément de choses à faire, mais les Espagnols, non, sont enfermés dans un débat idéologique qui oppose globalement une vision communiste et une vision anarchiste. Alors, c'est le vieux débat. Les communistes, il fallait faire la guerre pour gagner la révolution. Les anarchistes, il fallait faire la révolution pour gagner la guerre. Alors, on est toujours dans ce débat qui, depuis 80 ans, empoisonne toute l'historiographie, qui fait que l'historiographie de la guerre civile est très ennuyeuse. Par contre, ce qui est très vivant, et moi, j'ai assisté à la naissance du premier groupe de recherche sur le franquisme en 1992 à Barcelone. C'était le premier. Maintenant, il y en a beaucoup. Donc, c'est pas si vieux que ça. Ça fait 25 ans qu'on y travaille. C'est l'historiographie du franquisme. Alors là, vraiment, il y a énormément des choses très, très, très passionnantes qui, dans un premier temps, c'est principalement, évidemment, intéressé aux phénomènes de répression. Donc, on les connaît très bien. Ce qui est peut-être moins bien connu, c'est le tardo-franquisme. Hein, le franquisme des années 60-70, ça reste encore beaucoup à fouiller. Mais il est vrai, moi j'ai assisté à beaucoup de congrès d'histoire de la guerre civile, c'est terriblement ennuyeux. Ça n'a aucun intérêt d'un point de vue intellectuel, c'est creux, c'est les disputes qu'on entend, c'est toujours les mêmes. Alors, je voulais répondre et rebondir à cette affaire d'archives. Je ne vous ai pas tout dit, parce que quand je suis allé dans cette archive, j'ai découvert Franco, très bien. Et puis, je m'intéressais à la guerre civile. Je vais donc voir le chef de salle. Et je m'étonnais qu'à l'époque, ce n'était pas d'ordinateur, c'était des fichiers carton. Et je m'étonnais qu'il n'y ait pas de fichier guerre civile. Il n'y avait rien. Guerre civile, rien. Je ne trouve rien. Alors, je vais voir le monsieur. Je dis, mais enfin, c'est pas possible. Il me dit, ben non, guerre civile, il n'y a rien. Mais alors, comme il voyait que j'étais français, un peu interloqué, il me dit, vous devriez chercher à la rubrique guerre de libération. Alors ça, c'est très intéressant, hein, comme quoi les archives reflètent totalement, et le classement et le nom des archives reflètent totalement un régime. Ça, c'est très intéressant. À la guerre de libération, évidemment, j'avais des millions de choses à visiter. Là, j'étais tout à fait... Dans le musée de la Marine, quand vous aviez la salle portant sur cette période, vous arriviez et vous tombiez devant le pavillon du cuirassé de Schland. Parce qu'il était au Baléares en 36-37. C'est un choc. Alors, pour répondre à la question de Barcelone, alors ça, c'est une chose que je n'ai juste introduit rapidement. En Espagne, les mémoires se jouent à un niveau régional. C'est vraiment pas tellement à un niveau national. Il n'y aura jamais un musée de la guerre civile en Espagne. Je ne sais même pas, d'ailleurs, où pourrait-il être physiquement pour contenter tout le monde? Impossible. Non, les choses se résolvent à un niveau régional. Dès 1975, on voit que les régions réagissent de manière complètement différente. À Madrid, enfin moi j'ai vécu 7 ans à Madrid, jusqu'à l'année dernière, il y avait des noms franquistes, des monuments franquistes partout.
À Barcelone, dès 1977, ils sont tous éliminés. Tous. Il ne reste pas un nom de rue. Évidemment, en plus, on change de langue. Donc, ça aide à nettoyer tout ça. Bon. Et on met tout ça dans des musées. Alors, les Catalans ont une lecture très particulière de la guerre civile, qui n'a rien à voir avec celle des autres Espagnols. Pour eux, la guerre civile est une attaque d'un régime fasciste castillan contre une Catalogne profondément démocratique. Voilà. Donc la guerre civile n'est pas une guerre civile, c'est une guerre extérieure qui leur a été imposée parce qu'eux, ils sont, comme ils disent, une oasis démocratique. Ils l'ont toujours été, c'est la partie la plus démocratique de l'Espagne. Et puis les autres Espagnols, ils sont ce qu'ils sont, ce sont des Castillans avec leur culture autoritaire. Donc du coup, cette lecture très singulière, est évidemment historiquement complètement fausse, mais cette lecture très singulière de la guerre fait qu'en Catalogne, on n'a pas de problème avec la guerre civile. La guerre civile est une parenthèse malheureuse de 40 ans de dictature que l'on a heureusement refermée. Et puis il y a eu des institutions catalanes dans les années 30, elles sont renées, elles ont été réinstallées dans les années 80. Donc pour les Catalans, il y a une continuité entre les années 30 et les années 80. C'est l'histoire de la démocratie catalane, avec cette malheureuse parenthèse de 40 ans. Ce n'est pas le cas dans le reste de l'Espagne. La monarchie actuelle ne se réclame pas des valeurs de la République des années 30. Et elle ne peut pas le faire d'ailleurs, puisque c'est une république. C'est beaucoup plus compliqué dans le reste de l'Espagne de se réclamer des valeurs démocratiques des années 30. En Catalogne, non, puisqu'il y a eu continuité, institutionnelle et démocratique. Donc les Catalans, en fait, sont peut-être les seuls Espagnols qui n'ont pas de problème avec le passé. Pour eux, le franquisme, c'est le diable absolu, c'est la négation de leur identité. Et donc, ils sont très au clair. Et du coup, ils ont des politiques de mémoire extraordinairement développées, beaucoup plus que dans les autres régions. Les fosses communes, les monuments, les machins, c'est incroyable. En Catalogne, vraiment, des chemins de la mémoire, il y en a partout, au modèle de ce qui se fait en France pour la guerre de 14-18. Ils sont vraiment à la pointe. Alors que dans le reste de l'Espagne, c'est la gêne. C'est pas du tout la même perception. C'est pour vous dire que vraiment, le jeu régional, il est très, très, très important. Et je ne vous parle pas du Pays Basque. C'est vraiment au niveau de la région que ça se joue. L'Andalousie, c'est encore autre chose. Et Madrid, un poème. Bien. Merci. Merci à vous.